Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Dragon Ball Podcast. Je suis en compagnie de Goten-kun, Bonjour tout le monde. de Mizumi, Bonjour à toutes. de Charnal, bien sûr, Bonjour. et de Shonen Gohan. Bonjour. Comment allez-vous? Eh ben très bien, impeccable. Très bien, tout le monde va bien. Eh ben Vous êtes- super pour tout ce le monde va podcast. Vous n'êtes pas noyé ce week-end, c'est très bien. En Belgique, donc ça va, j'ai évité la pluie, c'est bien. C'est vrai qu'il faisait beau et chaud en Belgique. Ah, tu as eu de la chance. Oui, vive Bruxelles. Donc nous allons commencer avec un petit point news sur deux news. Le nouveau jeu Dragon Ball Legends sur Android et iOS aussi, si je ne m'abuse. Et sur le nouveau guidebook qui vient de sortir, Dragon Ball Forever. Donc qu'est-ce que vous avez à en dire? Personnellement, je l'ai Bon. acheté, enfin je l'ai eu par Amazon, parce que bon, Amazon c'est magique. Et donc je l'ai eu quasiment le jour même. Et bon, comme en fait c'est la digne suite du précédent, je trouve, rempli d'informations, bon, que comme je dis à chaque fois, les connaisseurs, grands secrets. Mais c'est toujours intéressant d'avoir ça réuni dans un livre très complet. Je veux dire, t'as beaucoup de tous les personnages, t'as la liste de tous les objets, t'as la liste, je sais pas, t'as vraiment beaucoup de choses, c'est assez impressionnant. Oui, il fait bien le complément du premier volume, du Landmark. Tout à fait, oui. Ça continue attends, en pas- fait. Le Landmark c'était jusqu'à Pardon, Freezer. Et maintenant, Pardon, c'est Gohan. c'est Par Freezer contre, si Majin tu Buu. peux me le permettre, mais moi je trouve qu'il n'y a pas trop d'informations inédites à part l'intervention d'Akira Toyama et sur le devenir de quelques personnages. Sinon, le reste c'était déjà connu sur les divers artbooks, par exemple le Daisenshu. Je pense que c'est vraiment le but de rassembler toutes les informations Ouais, c'est vrai. en un livre. Euh, Ouais, c'est une petite pas compilation. forcément. Quand je dis que si toi tu connais Dragon Ball et tu t'as un peu cherché, moi j'ai rien appris sur ce qui est marqué. Mais si jamais tu cherches un truc, une petite info, Ouais, ça fait un Ouais, bon ça, condensé en fait. c'est intéressant quoi. Puis Ce qui était intéressant, c'était Au aussi début, les t'as questions un qui ont truc été de- posées à Akira Allez, Toyama. de popularité. Dans... Qu'est-ce que les Japonais pensent Ah. Bon, c'est classique, mais voilà, je trouve ça intéressant. Bon, c'est pas non plus idéal, mais voilà, un bon objet de collection quoi. Ouais. Oui, d'ailleurs, il y avait des commentaires des Japonais et c'était assez bizarre des fois sur quelques personnages. Non, justement, parce que comme ça tu vois vraiment ce que pensent les Japonais eux-mêmes, je dirais. Ça, c'est intéressant. Ça change de notre conception, je veux dire. Ah, c'est sûr que numéro 17, maintenant, s'il y avait encore un vote aujourd'hui, il serait pas à la 18e place. Oui, c'est sûr. Et par exemple, ici, je vois Goten, il est numéro 6, je pense que dans Dragon Ball Super, il serait numéro 9999, hein, parce que Ah, c'est pas faux. Oublié comme les fans ont commencé à l'oublier aussi. Quand on demande mais c'est qui Goten, Ils ont les même gens pas se pensé posent la à question. quelque Non mais ils en Ils parlent s'écoutent. plus, perso, c'est chiant. C'est chiant, c'est dommage parce qu'il aurait pu avoir du rôle, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Sinon, tiens, pour revenir sur le Landmark et le Forever, j'ai les deux versions, mais en VO. J'hésite à acheter les VF parce que d'après ce que vous me dites, il n'y a pas grand-chose de neuf. C'est des infos déjà connues, à part une interview de Toriyama que je vais trouver sur Kanzenshu. Finalement, bof. je l'ai scanné si tu veux, si ça t'intéresse, je te Tu l'envoie. Et voilà. vois, comme ça m'évite de dépenser mon argent bêtement pour faire une redondance dans ma collection. Non, mais c'est vrai, c'est de redondance. Je vais les avoir deux fois, c'est con. Oh, c'est Ce trop serait à la bien. limite les VO. Daisenshu. Toutefois, ils sortaient les Daisenshu en français, ce qui n'arrivera jamais. J'avais posé la question à Glenna, ça n'arrivera Ah, moi pas. aussi. Ou Malheureusement. à la limite, ou même les Chosenshu, puisque je ne les ai pas. Ok, Ah, pareil, je mais ouais, ça me fait un peu chier parce que Je veux dire, donc, si c'est tout en japonais, tu dois pas comprendre grand-chose, je veux dire. c'est grave, c'est juste pour la couverture que je les avais achetés, donc tu vois. Moi, je suis comme ça. J'ai fait pareil avec les animés comics. Hein. J'ai fait pareil avec les animés comics. Nakatsuru la Bon, couverture. moi aussi, du coup, moi je les ai aussi, achetés. moi aussi. Mais je les ai jamais feuilletés, tu vois. Ah. Je suis... Et pourquoi ils éditeront jamais les Chosenshu, tiens? Ah, ils avaient sorti une version bien bidon. Les Chosenshu, Oui, Missimi? alors en fait, non, c'est pas une question de droit, c'est une question de ça coûte cher à traduire, ça coûte cher à imprimer parce que c'est du papier de qualité, il y a beaucoup d'illustrations couleurs aussi, donc et peut-être pas une certitude de vendre autant, enfin suffisamment pour rembourser l'argent qu'ils auront investi dans la traduction et tout le reste. Donc Ouais, les la demande. Daisenshu, en plus il y en a 6 quoi à traduire, hein. Enfin ils ont déjà fait le fameux dictionnaire de Dragon Ball qui est le Daijiten, le 7e Daisenshu. Ils ont Et fait le premier. Oui. Ouais, qu'ils ont appelé le grand livre de Dragon Ball. Donc Mais- bon, déjà, ça c'est est-ce plus qu'il y a à entre vendre. les deux Ils se sont dit on va faire le minimum pour le marché français et puis voilà quoi.
Exactement. Donc oui, il en reste quand même 5, plus après les 3 autres bonus, ça ferait 8 bouquins à traduire à mon avis. Puis il y a Par quand même pas contre, mal de pages. Mizumi, allô? Et je suis toujours là. Ouais, c'est vrai qu'elle est coupée. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quelques années aussi, Glénat, t'avais invoqué une raison pas géniale sur les Taisenshu. En grosso modo, ils avaient dit, ça sert à quoi de les traduire en français, puisque de toute façon, les fans les ont déjà tous en japonais. C'est quoi cette raison? Ça, c'est vrai. Je sais pas, c'est peut-être du troll, mais c'est ce qui avait été dit. Mais de la même manière, on avait posé la question, je me rappelle avec Charnal on avait posé la question à Glénat pour les 4 tomes de Dr. Slump dessinés par Nakatsu. Pareil, Glénat avait dit niet, on fait pas ça. Voilà. Ouais, il y avait des problèmes de droit, je crois, ça. Que des problèmes de droit, non, je pense que c'est une crainte de pas vendre. Moins connu, je veux dire, dans le sens qu'il y aura comme encore moins de gens qui vont. Enfin bon, là, on s'éloigne quand même du point news avec du Dr. Slump, mais bon, pour dire que voilà, Glénat, ils sont accessibles, ils peuvent répondre, et par certitude, ils sont peut-être revenus sur leur décision, mais en tout cas, il y a pas si longtemps que ça. Les Daisenshu, c'est mort. Les Chosenshu, on sait pas. À la limite, ce serait pas mal. Parce que je les ai pas. Après, le reste, feront les autres guidebooks. On a un peu teasé comme quoi en 2019 il y aurait pas mal de trucs qui sortiraient parce que c'est l'anniversaire de la sortie de l'anime de Dragon Ball Z, je pense, puisque c'était en 89. Cette année il n'y aurait pas grand chose, mais l'année prochaine il y aurait quand même vachement plus de trucs. Espérons. Donc on peut espérer quelque chose d'intéressant. Mais du coup, je comprends pas trop la raison pour laquelle ils vont pas éditer des Daisenshu, vu qu'ils éditent ces livres-là. Du coup, c'est le même principe. Je veux dire, il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup de textes, il y a de la traduction et du coup. Tu veux comparer oh là, j'ai bégayé, mais. Ouais, le Forever qui est sorti, par exemple, je vois pas spécialement la différence avec les autres. Ouais, mais bon, il y a quand même, je l'ai en VO. Je me tâte à me le prendre en VF, je l'ai en VO, celui-ci. Et vu que je comprends rien à ce qui est écrit, moi, en gros, j'aimerais bien savoir ce qui est écrit, donc c'est vrai que ça me tente bien. Mais du coup, je comprends, je vois pas trop la différence avec les autres. Pourquoi ils éditeraient cela et pas les autres, quoi. Déjà, ce sont des couvertures assez rigides, donc s'ils veulent faire une édition fidèle, ils sont obligés de reprendre ça. Il y a beaucoup plus de pages couleurs, il y a du papier glacé, c'est même que des pages couleurs quasiment sur les Daisenshu. En tout cas, c'est imprimé soit en rouge, soit en vert ou en bleu, je sais plus. Du rouge, c'est sûr. Ils sont lumineux quand même. C'est des pavés la plupart. Ouais. De presque 300 pages, donc. Ouais. C'est vrai. 300 pages de papier glacé, plus une couverture cartonnée, plus ça commence à faire pas mal, quoi. L'autre, c'est quand même une couverture souple sur un plus petit, et qui plus est, c'est du plus petit format. C'est du plus petit format. C'est le format de la Perfect Edition, donc. On dit ça, mais bon, par exemple, Soleil Manga a sorti des trucs sur Zelda qui est aussi chic et certainement très cher. Ça reste un autre éditeur. Voilà, par exemple, moi j'ai acheté Chaque éditeur, on va dire, a sa politique voilà. Après, de Zelda, ça vaudra peut-être plus mieux. Mais moi j'ai acheté le Art and Artifact, donc c'est un méga artbook sur toute la licence Zelda. Sublime, il me fait de l'œil celui-là. Ouais. Ah oui, tu devrais l'acheter, c'est super cool. Test qu'il a toutes les images de tout la licence Zelda, donc ça fait tous les jeux, ça fait comme jusqu'à Breath of the Wild. C'est énorme. Pour revenir, ouais. Dragon Ball, quoi. S'il y en a qui ont la Perfect Edition en VO, moi je l'ai déjà eu entre les mains, elle est plus lourde. Ah oui, bien meilleure qualité que chez Glénat. Oui. Ah d'accord. Ah, je savais pas ça. Déjà, je la trouve vraiment de bonne qualité. La Kanzenban, je trouve. Chez nous, en tout cas. Bonne. Elle est déjà très très bonne, mais quand tu compares avec la version originale, elle a une qualité de papier infiniment meilleure, quoi. D'accord. T'as l'impression d'avoir un bouquin. Alors tu les pèses, ça se joue à une centaine de grammes près, mais enfin, tout de suite au toucher, et ça se sent tout de suite aussi à l'œil, quoi. Tu le remarques tout de suite. D'accord. C'est vrai que j'en ai jamais tenu des tomes VO du coup de cette édition-là. Donc non, mais c'est bon à savoir. Quelques-uns, peut-être pas tous. Enfin, parce que je me connais, j'aime pas. Si, je vais tous les prendre, je me connais. J'aime pas ne pas avoir une collection. Non, mais j'aime pas ne pas avoir une collection complète, ça fait tâche, j'ai horreur de ça. Donc, c'est voilà, de les choper pour pas cher, même en occasion, je m'en fous, je les ai déjà. Ça me permettra de faire une comparaison et peut-être que je ferai une vidéo dessus, à voir. D'accord. Ça roule. Pour revenir sur le Forever, bon voilà, c'est vraiment, je pense, d'être plus destiné comme le Landmark d'ailleurs, aux gens qui n'ont pas vraiment pas envie de chercher, soit ils n'ont pas eu l'occasion de chercher, et donc là ils ont oui, ou même pour les nouvelles générations de fans, c'est plutôt bien. Parce que bon, forcément,
parfois bon, de nos jours avec Internet, l'information est facile à trouver, je veux dire, mais au moins c'est rassemblé en tout. Ouais. Et t'as des trucs quand même intéressants. Genre, à un moment, t'as donc le landmark, Forever, pardon. T'as la signification des noms, mais parfois Toriyama ajoute, voilà, je me suis inspiré de ça et de ça pour. Pas mal ça. Ouais, d'accord. Par exemple, Krillin, c'est très marrant, mais en fait, il a trouvé ça complètement au hasard, en fait. C'est vrai. Il a dit, je l'ai choisi parce que sa sonorité collait bien à sa personnalité. Comme je n'imaginais pas jusqu'à la fin, je lui ai donné un peu le premier nom qui est passé par la tête. Okay. Tout comme le Ipa, par exemple, c'était le chien d'un de ses assistants. Enfin, de son assistant, pardon. D'accord. Et du coup, le landmark, c'est à l'intérieur, il y a quoi exactement? Parce que celui-là, je ne l'ai pas du tout, ni en VO ni en français. Et, le landmark, c'est un peu pareil que le Forever. Donc, il y a aussi beaucoup de. Là, c'est plus. Il y a les cartes du monde de Toriyama, par exemple. Donc, la Terre, la Terre, comme il la conçoit, c'est avec la capitale de l'Est, de l'Ouest et ça. Il y a aussi les différentes dimensions, je veux dire, le monde des Kaioshin, etc. Ok. Et t'as aussi encore la timeline, hein, donc tout ce qui se passe Dragon Ball jusqu'à l'arc Freezer, les Dragon Ball, comment ça marche. Bon, là, le désavantage, c'est qu'il n'y a pas les Super Dragon Balls de Dragon Ball Super, donc ça pêche un peu peut-être, mais bon, moi ça me dérange pas parce que. Oui, parce que ce sont des guidebooks qui datent déjà de quelques années au Japon. Donc, 2003 et 2004, je crois. Le Forever, il date de 2004, quoi. 2003 et 2004, ouais. Donc, c'est pour ça aussi. Tard, c'est dommage. Oh la loose. Bon, c'est pas grave. Mais c'est bien, c'est Fedwa qui l'a traduit, c'est voilà. Ouais. Oui, au moins on a un guidebook qui est un peu plus actualisé, fidèle au niveau traduction, quoi, par rapport au dictionnaire Dragon Ball qui pêche. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Moi aussi, quand je vois dans Mais Fedwa le fait. Le landmark, toi, il explique un peu toutes les différentes régions du monde. Donc, t'as la région de l'Est, la région de l'Ouest, tout ce qui s'est passé dans Dragon Ball, je veux dire, dans ces régions précises. Donc, c'est vraiment très, 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 très détaillé. Les différentes apparences des personnages. Non, franchement, le landmark et le Forever, c'est pas mal. Non, après, je voulais dire, Fedwa, il y a un truc qui est très très bien avec elle, c'est qu'en tant que traductrice, par rapport à ce que faisaient les traducteurs des premières traductions, donc des premières versions de Dragon Ball chez Glénat, Fedwa, elle fait ça avec passion et, oui, ça se sent, oui. Et avec connaissance de l'œuvre, par rapport aux précédents qui traduisaient Dragon Ball comme ils avaient traduit n'importe quel autre manga. Ouais, ouais. Donc, et puis, c'est les gens aussi, elle veut adapter un truc, c'est toujours. Une fois, elle avait expliqué pourquoi elle avait traduit ça comme ça, parce que t'as des fans qui râlaient un peu parce que c'était pas encore japonais. Mais j'ai dit oui, mais j'ai fait ça comme ça parce que, pas pareil, quand tu lisais, parce que c'était sur Twitter, je pense, tu lisais son explication, tu disais, bah oui, bah c'est super logique. Par rapport à Bardak? C'est peut-être ça, oui. C'est peut-être ça, oui. Ouais, j'avais réagi à cette explication. Il y avait je dirais pas une polémique, mais une réaction, et puis elle m'a dit oui, mais j'ai fait ça comme ça parce qu'elle disait que logiquement il faudrait transcrire Burdak pour conserver la référence à la Bardane, vu qu'en anglais c'est Burdock, mais elle trouvait ça vraiment trop laid. Donc il y a aussi des fois des choix un peu subjectifs. Comme on dit, traduire c'est déjà trahir, comme on dit souvent. Oui, tout à fait. C'est vrai. Parfois il faut faire des choix, et je trouve qu'elle fait des bons choix à chaque fois. Et je trouvais qu'elle avait fait le bon choix parce qu'elle avait gardé le hack final au lieu du hoc. Donc Bardak me semblait plus logique. Vu qu'en Bardak, tout simplement, mais bon, faut... mis comme ça en japonais, quoi, donc... Moi, c'était peut-être... que ça se défend. C'était peut-être plus au début qui m'avait un peu... Pas choqué, mais ça m'avait un petit peu... Je trouvais ça un petit peu bizarre, le petit son de Bulma à Son Goku. Au début aussi, je trouve. Mais... au début, j'ai eu du mal à m'y faire, hein, quand même. Au début, c'était... Mais bon, après, le choix est compréhensible, mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'y faire. Une bonne adaptation du Son Goku, je trouve. C'était pas... C'est ça le plus difficile du japonais vers le français, c'est tous les niveaux de lecture qui voilà. La politesse est infiniment plus stratifié et Son Kun, les San, les Sama, tout ça, ça n'existe pas. Donc trouver des équivalents, c'est pas toujours facile, quoi. Non, mais c'est un bon choix, je trouve, au final, mais au début, c'est un peu bizarre au début. Mais j'ai trouvé que c'est plutôt bien passé. On n'a pas l'habitude, c'est vrai. Mais... Voilà, c'est ça. Non, après, je m'y suis fait très bien. Et ça va bien. Je trouve que c'est un bon choix qu'elle a fait. Mais au début, c'est vrai que j'ai eu du mal. D'ailleurs, elle a fait un choix très similaire. C'était dans Ranma Demi. Dans Ranma Demi, il y a le cochon, la Péchan. Elle l'a appelé Pichun et c'est parfait. Oui. Ah ouais. Elle sur Twitter, en fait. Elle avait réagi en disant voilà, je fais ça parce que
en japonais c'est comme ça, mais en français ça va pas, donc. Voilà, tant qu'il y a du sens, une raison derrière tout ça. C'est ça que j'avais lu. Donc c'est pas Dragon Ball, en fait, c'était plutôt Ranma 1-2 que j'ai jamais lu, mais bon. C'était très intéressant. Du coup, pour revenir un peu au point news, Dragon Ball Forever, je suppose que tout le monde a dit ce qu'ils avaient à dire. Est-ce que vous avez quelque chose à dire sur Dragon Ball Legends, le nouveau jeu mobile qui est en pleine... Il est bloqué en Belgique, donc je peux pas l'avoir. Tu es quoi ? Je vais faire très court. Je ne joue pas au jeu mobile Dragon Ball. Voilà, donc comme ça, je regarde les cartes, je regarde les artworks, je me dis oh ça c'est beau, oh, ça c'est moche. Enfin à mes yeux, hein, après chacun peut trouver ça beau ou moche. Bon bah là j'ai trouvé qu'il y a de belles cartes, c'est très beau. J'aime bien cet effet un peu. En fait, la carte, je veux dire, je les ai regardées très brièvement, mais celles sur lesquelles je suis tombé, je dis mais il y a un petit effet sympa là, les espèces d'effets. Alors sur les cartes de Dokkan Battle, on avait ces espèces de tourbillons un peu brillants machin. Là, c'est plus façon peinture aérographe. J'aime bien. Je trouve que ça. Ouais. C'est très spécial. C'est assez énorme. C'est assez énorme. J'aime beaucoup. Après le jeu, pas joué, j'ai vu 2-3 gameplays, je les ai, voilà, j'ai rushé, hein, je m'y suis pas intéressé du tout. Ça fait un peu, apparemment, un peu comme les Raging Blast, j'ai l'impression, enfin cette espèce de vue comme ça, où on voit le perso de derrière, c'est pas du 1vs1 là, c'est pas façon, comment ça s'appelle, Fighters, hein. Donc, non, c'est plus de façon Tenkaichi ou Raging Blast, effectivement. Voilà, c'est ça. Ouais. Là, ça m'a fait penser à ça après. Je peux pas en dire plus, j'ai pas testé et je testerai pas, ça m'intéresse pas plus que ça en fait. Bah, moi j'ai joué justement cette semaine et j'ai beaucoup aimé. Autant Dokkan Battle, j'en ai un peu rien à foutre là-dessus, que c'est pas trop mon trip. Autant ce jeu-là, bah franchement ça va, c'est assez fun, les combats sont cool. Après les cartes, comme tu l'as dit Musume, elles sont vraiment de bonne qualité, donc j'ai plutôt bien aimé ça. Et puis on retrouve un petit peu le gameplay de Raging Blast, enfin à son niveau, parce que tu appuies sur ces boutons tactiles. Alors là c'est le bouton coup de poing, là c'est le bouton Kikoa. Bon, ça fait le boulot, je trouve. Nouvelle, alors pour ceux qui apprécient, tant mieux. C'est bien. C'est bien. Moi je te dis c'est interdit en Belgique parce qu'apparemment il y a une loi qui est passée comme quoi les jeux de hasard, les loot games comme ils appellent ça. Les loot box qui sont interdites, c'est en pleine actualité. Ils sont interdits en Belgique, donc du coup on doit y retirer le truc quoi. D'accord, et donc il fait partie de ces jeux-là. C'est cool. Et toi oui, parce que forcément tu dois payer des trucs, hein, c'est gratuit mais pay to win quoi, je veux dire, tu dois payer. Si tu veux invoquer des personnages, il faut dépenser des cristaux du temps que tu dois payer forcément, que tu reçois aussi. Surtout dans ce type de jeu, c'est très très Blood Battle, c'est pareil d'ailleurs, hein, je veux dire, c'est. Et toi, Gotenkun, t'as pu tester ou ça t'intéresse pas? Je suis un peu comme Mizumi, moi. Les jeux mobiles, j'y joue pas du tout et bon, ça m'intéresse pas plus que ça. Après, à l'occasion, pourquoi pas essayer, ça peut être marrant, mais c'est pas du tout mon truc. Et moi, c'est même plus, je veux dire, au niveau des jeux vidéo en général, Dragon Ball. J'y joue jamais. Le dernier jeu auquel j'ai joué, ça devait être sur PS2, je crois. Donc, vous voyez, c'est loin. Ouais, non, je joue très peu aux jeux Dragon Ball. Et donc, bon, ça m'intéresse pas plus que ça, mais j'ai vu des visuels comme ça a l'air pas mal, ouais. C'est tout. Très bien. Non, mais on se rejoint un peu, Gotenkun et moi, on se rejoint un petit peu. Moi, les derniers jeux vraiment que j'ai terminé de Dragon Ball, c'était Sparking Meteor, donc Budokai Tenkaichi 3 chez nous. Après, j'ai joué à Raging Blast 1. J'ai kiffé, mais sans plus, quoi. Le 2, je l'ai pas acheté parce que j'ai trouvé super moche. Le suivant, je sais même plus le titre, Ultimate Tenkaichi. Ouais, Ultimate Tenkaichi était pas Ouais. Ultimate Tenkaichi, j'ai pas acheté parce que c'est un simulateur de jeu Dragon Ball quoi. Tu regardes les personnages se taper tout seul. Très beau. J'ai acheté Xenoverse en fait parce qu'on m'a dit je l'achèterai. Un pote m'a dit je l'achèterai, on jouera en ligne. Finalement il l'a pas acheté donc je l'ai acheté pour de la merde. Je l'ai fini mais il m'a gonflé. Je fais une partie ou deux avec des potes, c'était cool mais voilà. Je trouvais ça trop lent en fait comme jeu. Puis suivant, le dernier, Fighters, j'aime pas du tout le gameplay, donc voilà. Je suis pas un fan de jeux de combat façon Tekken, Street Fighter, machin, réaliste, ça me gonfle. Je veux un jeu qui envoie très vite, tu vois. Et là, Fighters, c'est très beau, tout à fait l'effort là-dessus. Il y a plein d'autres qualités, mais c'est un jeu de combat, quoi. Moi, je veux pas un jeu de combat, je veux un jeu de Dragon Ball, en fait, tu vois, avec des personnages qui... C'est vraiment ciblé le public de jeux de combat, effectivement. Oui, c'est un jeu de combat pur, hein, je veux dire, pas plus pur que ça. Après, au niveau jeu Dragon Ball, en général, moi, ce que je leur reproche, c'est d'être toujours la même chose, en fait. À chaque fois qu'il y a un jeu qui sort, bon, ils mettent 2-3 tenues en plus, il y a 3-4 personnages en plus.
Je vois pas trop l'intérêt. Après, c'est un peu réducteur ce que je dis parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, sûrement. Beaucoup de gameplay, et surtout. moi, simple amateur, je vois pas vraiment de différence. Alors, à la rigueur, les Xenoverse pourraient plus m'intéresser pour voir un petit peu. C'est assez nouveau, c'est quelque chose qui d'assez inédit dans Dragon Ball entre guillemets parce qu'il y a eu Online, je crois, qui était un peu le même délire. Mais du coup, c'est plus, j'aurais plus envie de jouer à Xenoverse qu'un autre jeu plus normal entre guillemets de Dragon Ball ou jouer au Budokai 1, 2, 3, etc. Je trouve que c'est un peu la même chose à chaque fois. Pardon, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais les Sparking et les Takeshi, ça t'intéressait pas? Je t'avoue, je sais même pas si j'y ai joué finalement, je sais pas du tout. Je crois que j'y ai joué sur mon PS2, je sais pas lesquels c'était, je me rappelle plus. Prends pas. Si soit-il. Donc je sais pas, honnêtement, j'y ai peut-être joué, je sais pas. Pour moi, les jeux se ressemblent tous plus ou moins, donc je trouvais pas trop d'intérêt à y jouer. Après, maintenant, l'intérêt pour moi, ça serait découvrir des jeux en HD, tout ça, ça serait beaucoup plus beau. Mais au niveau, voilà, je trouve que c'est à peu près la même chose que à chaque fois les jeux se ressemblent un peu trop, je trouve. Surtout que sur le marché européen, ils sortent surtout essentiellement des jeux de combat, donc effectivement, c'est un peu tout le temps la même chose, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est un peu réducteur, je trouve, de réduire Dragon Ball à du combat, en fait. Il y a que ça qui marche, hein, donc. Bon, il y a une demande pour le RPG, mais je sais pas, j'ai pas l'impression que le public réponde à ça. Alors j'avais joué au jeu sur Wii. C'était Dragon Ball, ça s'arrêtait à Piccolo, je crois. Et c'était pas terrible, mais ça présentait un peu autre chose quand même. C'est vrai. C'était un peu ça l'intérêt, mais c'était pas très beau, c'était pas terrible, quoi. Mais c'était, voilà, pour y jouer, c'était rigolo, quoi. Est-ce que tu te rappelles le mode versus de ce jeu? Je sais plus, c'est possible, ouais. Ça fait un petit moment maintenant. Mais j'ai dû le faire aussi, ouais. Bien marqué, moi sur Dragon Ball, il y en a même deux. Étant donné, fait surprenant plutôt, c'était sur des consoles portables. Le premier, c'était Dragon Ball, je sais plus comment il s'appelle, hein, c'était avec toute l'enfance de Goku en fait. J'avais kiffé ce jeu. J'ai dû le finir au moins 3-4 fois. Donc en fait, on avançait comme ça. Je sais plus comment on appelle. C'est pas un beat'em all, c'est un truc dans le genre. Je sais plus j'y connais rien en jeu vidéo. Hein. Excusez-moi ceux qui nous écoutent. Du coup, en fait, on avançait comme ça. C'était un écran, on partait de la gauche pour aller vers la droite, etc., avec des adversaires qui arrivent un peu de tous les côtés, machin, fallait leur taper sur la gueule. C'était pas mal ça. On découvrait des techniques au fur et à mesure. Le Kamehameha s'améliorait. Goku apprenait de nouveaux mouvements au fur et à mesure qu'on avançait dans l'aventure. C'était pas mal ça. C'était pas mal. Legacy of Goku, un truc dans le genre. Non, Legacy of Goku. Il commençait à DBZ lui. Ah oui, voilà. Alors, Legacy of Goku, je vais en parler, mais c'est le 2 dont je vais parler. C'est le deuxième qui m'a bien marqué. Parce que c'était un peu un open world, en fait. Au niveau d'une Game Boy Advance, hein. Mais on avait cette espèce d'aspect où on pouvait aller de la Capsule Corporation jusqu'à Kameos, jusqu'à la capitale du Nord, jusqu'à la maison de Goku. Enfin, c'était pas mal, ça. C'était pas Dragon Ball Adventure sur Game Boy Advance? Et voilà, Dragon Ball Adventure. Ouais, excellent jeu. C'est Presto qui l'avait fait. Il était superbe, celui-ci. Tout à fait. Ok. Bah, du coup, je vous propose d'enchaîner avec le thème principal de notre podcast. Cette semaine, nous allons parler de la saga du Red Ribbon. Donc, pourquoi cette saga, selon vous, est-elle si populaire dans Dragon Ball? Eh bien, parce que les gens, ils aiment le Red Ribbon. Le Red Ribbon, c'est génial. Oui, c'est là. C'est l'armée du ruban rouge, voyou. J'allais dire l'armée du ruban rose. C'est une partie qui est extrêmement populaire. Non, alors pourquoi, à mon avis? Voilà, c'est la version coquine où il y a toute l'armée qui fait des choses pas nettes. Voilà. Exactement. C'est ça. Ils ont des capsules bizarres et tout. Ils lancent une capsule. Tu vois, c'est un peu le même genre de contenu que ce que Goku y trouve dans la capsule du père de Bulma. Tu vois, c'est le rose ribbon. C'est pas des capsules, c'est plutôt autre chose, mais bon. C'est des pornsules. Bon, on s'en fout. On va être censuré sinon. Bon, Osef. Ouais. Et du coup, alors pourquoi c'est cool? Parce que le général Red, parce que Goku, parce que Tao Pai Pai, parce que Bulma, Goku, puis Kulilin aussi, donc un trio, parce que Kame Sennin il met une rouste à des gens sur sa plage là, et que c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que Bora il crève et qu'on a le premier mort officiel de Dragon Ball. Parce que Goku devient plus fort et par en fait une sorte de ruse de Karen en fait qui lui fait croire qu'il a bu l'eau divine, l'eau sacrée plutôt. Voilà.
Pourquoi c'est cool aussi parce que l'animé est trop bien sur ce passage-là, les musiques sont géniales, le doublage est très très bon parce que l'animation est parfois de bonne qualité. On a du très bon Shida, on a du très bon Nakatsuru, on a pas mal de bons animateurs là-dessus. Chiyama aussi au top, Ohara aussi au top. Bref, pour ceux qui savent un peu qui sont ces animateurs-là. Voilà pour ma part pourquoi c'est cool. Et aussi parce qu'on a un très bon découpage avec Toriyama qui enchaîne alors plus vite que l'animé. Il y a un très bon rythme de progression de l'histoire. Il perd pas de temps. Il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a encore de l'action. On a vraiment un découpage de l'histoire qui est efficace avec après la découverte, comment on appelle ça, la chute en fait. Pourquoi le Red Ribbon cherche à réunir les Dragon Ball pour que l'autre ce soit plus un abo, c'est voilà, pour que l'autre il grandisse, c'est trop cool. Et finalement il se fait crever par son bras droit et ça c'est génial. Alors que dans l'animé, moi je trouve ça encore mieux foutu dans l'animé. Pas le fait qu'il y ait le trahison, mais leur relation. Comment? Parce qu'il y a une trahison justement du général Red qui essaie d'aplatir Goku et le colonel Black en même temps. Ça, c'est pas le moment où ils le tuent qui me plaît plus dans l'animé, c'est leur échange en fait. Dans l'animé, vraiment, ils en font des caisses sur le fait que Black il doit se tenir très loin. Black, le vrai Black, je veux dire, celui du Red Ribbon, hein, pas celui de DBS. Il doit se tenir très loin du général Red parce qu'il est très grand et que du coup, ça le rapetissit encore plus, tu vois. Et moi j'aime bien en fait parce que l'autre il obéit au doigt et à l'œil quoi. Et à la fin il le bute. Et tous ces petits rajouts de l'animé font que en fait la surprise est plus grande. Par contre la mise en scène de la mort de Red est mieux dans l'animé, dans le manga, à mon voilà selon mes propres goûts, parce que ça tourne pas en longueur. Le fait qu'il cherche à l'écraser machin, je trouve que c'est un peu longuet dans l'anime. Je préfère la version du manga, l'autre il lui met une balle dans la tête et roule boule on n'en parle plus. Mais par contre ça manque un peu du qu'apporte l'animé. Voilà. Mais j'ai dit en grosso modo tout ce que j'avais à dire, je développerai après. Mais voilà pourquoi je trouve que c'est trop cool. Mais vraiment, le gros point pour moi de cet arc, l'aventure, l'humour et pour l'animé, les musiques qui font partie vraiment de mes préférés concernant. Il y en a des très belles. Le thème de Taoi Pai Pai est fabuleux. Je pense qu'on sera tous d'accord sur ces points. Par contre, justement, ce que tu disais, Misumi, sur l'aventure, par exemple, l'aventure, je trouve qu'elle est beaucoup mieux foutue que les 2 premiers tomes, dans le sens où tu voyages. Mais j'ai l'impression que tu voyages vraiment sur toute la planète, tandis que les Dragon Ball, où justement il fallait rechercher les Dragon Ball face à Pilaf, j'ai l'impression que ça s'étendait sur une toute petite partie de la Terre. Et là, justement, on voyage vraiment très loin dans cette partie-là. Même si c'est toujours la même menace, les situations sont vraiment très différentes et les adversaires sont très intéressants. Tu vas de la tour Karine, enfin pas dans l'ordre, hein, mais de la tour Karine au Jingle Village, hein, au village Jingle où il y a Snow et tout ça. La tour Masuru Tower, la tour du muscle. Ouais. Après tu passes au quartier général du Red Ribbon, t'as la caverne des pirates, tu passes même au village pingouin, de Dr Slump. Et ça c'est beau. C'est ouf ça, j'ai trouvé ça génial. Ce pour moi c'est vraiment magnifique. Il est en train des incohérences, mais il est génial ce crossover. Ah oui, carrément. Ah oui, ça pour la lune notamment. Aussi oui. Mais vraiment j'ai beaucoup aimé cet arc qui fait partie, il est clairement dans mon top, même pas dans mon top 3, il est dans mon top 2 quoi. Oh là là là. Ah oui. De tout Dragon Ball ou juste Dragon Ball l'anime. Tout Dragon Ball, que ça soit dans le manga, que ça soit dans le manga ou dans les animés intégrant donc DB, DBZ, DBGT, DBS, ce que tu veux. D'accord, OK. Ah ouais, Ouais, j'adore cet arc. Après, moi, je suis un grand fan de Dragon Ball l'aventure plutôt que Dragon Ball les combats à rallonge. Aujourd'hui, ça a même tendance à me gonfler les combats comme le combat contre Frieza. Je me vois pas le regarder une deuxième fois. Même le combat contre Cell, je le zappe, quoi. Je m'en fous. Je regarde le défilement. Ouais, c'est excellent. Mais dans le manga, c'est trop court parce qu'il y a 2 punchs de Gohan, c'est casse-couille. Dans l'anime, c'est trop long, c'est chiant. Ouais, non, il y a les combats. En fait, je regarde plus vraiment Dragon Ball pour les combats. Ou alors si, dans Dragon Ball premier du nom, où t'as les Tenkaichi Budokai avec des combats un peu plus stratégiques, quoi, que juste un mec qui s'énerve. Plus arts martiaux, quoi. Au début, c'était vraiment des arts martiaux. Après, c'est plus des avalanches de puissance, quoi. Au début, c'était vraiment des chorégraphies un peu plus recherchées, ça. Puis les techniques inventées au dernier moment, Kulilin qui aspire de l'air, qui gonfle comme un ballon, Goku qui développe 8 bras alors qu'en fait il fait que les bouger très vite. Il y a la technique du roi Chappa. C'était ouf ça, c'était génial. Enfin franchement, il y avait plein de techniques un peu couillonnes, mais vraiment couillonnes. L'homme ivre de Kame Sennin, enfin de Jackie Chun. De toute façon, ce combat entre Jackie Chun et Goku, c'est une avalanche de techniques plus ou moins complètement débiles. Il a eu il y a pas longtemps d'ailleurs ce combat et c'est génial à lire.
c'est vraiment drôle, c'est frais, je trouve, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a après, quoi. Mais il y a beaucoup d'arts martiaux, vraiment arts martiaux, il y a des chorégraphies, et en même temps, il y a des techniques complètement dingues comme ça, c'est vraiment pas mal. À redécouvrir, c'est génial. Bah, du coup, toi, Gotenku, t'en penses quoi de cette partie? Alors moi, le Red Ribbon, c'est une de mes sagas préférées. Honnêtement, c'est de tout Dragon Ball des 42 tomes, quoi. C'est vraiment une de mes parties préférées, et ça faisait très longtemps que j'avais pas relu le manga en général. Ça fait longtemps que je l'ai pas relu en entier, et notamment cette partie-là j'ai pris plaisir ces derniers jours à la relire. C'est vraiment top. Et du coup, ce que j'adore dans cette saga, c'est déjà l'ambiance. Je trouve que l'ambiance est vraiment super. C'est à la fois épique, il y a un rythme vraiment haletant, il y a beaucoup d'humour, et Son Goku se retrouve la plupart du temps seul en plus, et je trouve que ça fonctionne très bien. C'est vraiment ça mélange de l'humour, ça mélange de l'aventure, du drame aussi. C'est avec le père de Upa, c'était vraiment super. Et le combat contre Tao Pai Pai, quand même, c'est un must pour moi. Je me lasse pas de le relire ce combat, c'est vraiment génial. Et du coup, combat, ouais, vas-y, je te laisse finir. Excuse-moi, je t'ai coupé. Vas-y. Non, vas-y, si tu veux réagir là-dessus, vas-y. C'est juste pour rebondir sur le combat. Quand il y a des scènes de combat comme ça, j'aime bien les comparer avec l'anime, le manga, voilà, vraiment avoir les deux supports. Et souvent, j'ai le manga dans les mains, je regarde ce qui se passe à l'écran, je me dis, tiens, ils ont rajouté ça, ils ont enlevé ça, ils ont changé cet angle de vue et tout. Et là, vraiment, le combat contre Tao Pai Pai, je parle surtout du deuxième round, celui où Goku est déjà grimpé au sommet de la tour et il est redescendu. Tao Pai Pai monte aussi à son tour, ça c'est un rajout de l'anime, il me semble. Je crois pas qu'il monte dans le manga. Non, pas du tout. Il monte pas, c'est bien ce qui me semblait, il monte pas au sommet de la tour. Le truc avec le nuage noir, là, ça joue de l'anime. Ah oui, le nuage noir, c'est devenu un truc d'hardcore gamer, maintenant. Non, mais c'est vrai, c'est hardcore, regardez ce nuage noir, c'est celui qu'avait Tao Pai Pai. Je vous assure. Mais ça, alors moi qui n'ai pas revu l'animé depuis 15 ans, voire 20 ans, je me souviens pas du tout de ça, de ce nuage noir. J'ai aucun souvenir de ça. Karine lui donne il n'y a pas si longtemps que ça. Et j'avais oublié aussi complètement, mais du coup, je l'avais oublié aussi. Les prémices du Black, tu vois, c'est le Black Kid Toon. Après, on a eu Black Goku, on a eu Black... Ils avaient déjà les idées comme ça avant. C'est sûr, on sait pas en fait. Un jour, on amènera un Black Goku. Là, vraiment, dans l'anime, par rapport au manga, il y a des passages que je préfère parce que, déjà parce que Nakatsuru, parce que Sato, il y a vraiment, pourtant, j'adore Nakatsuru pour son trait, j'adore Sato pour son trait, pour leur animation un petit peu moins, ils sont bons animateurs, mais, dans la façon dont ils font bouger les personnages, c'est pas les plus doués à mes yeux, je préfère largement ce que fait Naoto Shishida ou Taichiro Ohara, dont je parlais dans le précédent podcast, là, avec Piccolo Daimao. Je préfère ce que font eux, mais là, sur ce combat-là, ils se sont surpassés. Il y a vraiment des angles de vue superbes, avec des dessins superbes, et qui, pour moi, à mes yeux, enterrent largement le trait de Toriyama, quoi. Il y a plus de détails, plus d'expression dans le visage. Les angles de vue sont très très bons aussi. On a vraiment un Tao Pai Pai menaçant. Il y a vraiment quelque chose de très très bon dans ce combat dans l'anime. Alors qu'en général, dans le début de Dragon Ball, j'ai quand même une préférence pour le manga, en général, pour les dessins en l'occurrence. Mais là, après bon voilà, ça reste quand même Nakatsuru et Sato, dont je suis extrêmement fan. Et c'est vrai que quand ils sont sur la balance avec Toriyama, même l'un des deux, juste Sato ou juste Nakatsuru, pour moi, le choix, il y a très très peu d'hésitation. Je les préfère eux à Toriyama. Mais ils font partie des seuls que je préfère à Toriyama sur le manga, concernant l'enfance de Goku. Après, sur Z, c'est différent. Il faudrait que je me refasse du coup l'animé de la partie Daemon. Ouais, juste avant le podcast, j'en ai regardé 3-4 séquences parce que je sais à peu près les épisodes. Ouais. Mais donc du coup, j'ai bien le combat en mémoire et il y a bien du Nakatsuru, du Sato de grosse qualité. Mais c'est dans le deuxième combat, je crois que c'est l'épisode 64 de Dragon Ball premier du nom, l'épisode 64. Goku contre Tao Pai Pai deuxième round, c'est l'épisode 64. D'accord, tu verras, demain, je vais regarder ça. C'est un excellent épisode, je l'ai revu quand j'étais gosse, et excellent épisode. Et c'est vrai que je préfère aussi cet épisode-là au déroulement du manga. Au moins, l'anime prend son temps et c'est très agréable. Tout comme le premier round, beaucoup trop expéditif dans le manga. Dans le manga, et je préfère effectivement ce qui a été fait dans l'anime. C'est vrai que le manga, le premier round, très rapide.
Il cherche pas, Tao Pai Pai, il cherche pas plus loin, quoi. Il y va, il fait tout et puis il s'en va, quoi. Donc, pourquoi il est payé, il a ce côté Tao Pai Pai, un petit peu, Tao Pai Pai, ce côté un petit peu, comment on peut dire ça? Un peu nonchalant. Il avait dit à Red, il dit, je reviens dans une demi-heure, je vais chez Karine, je vais à la tour Karine, je reviens dans une pour lui, il fallait que ça se dépêche. D'ailleurs, je voudrais signaler un petit truc quand même dans le manga ou dans l'anime, c'est la même chose. Il y a une grosse incohérence de la part de Toriyama en fait avec Tao Pai Pai. Oh. Vas-y. Il prend le pilier, il le jette, il dit dans une demi-heure je suis de retour. Aller-retour. C'est pas tout près. Ouais. Goku avec le nuage magique, je prends le terme VF pour que tout le monde comprenne, sinon le Kintone. Quand il doit arriver de la tour Karine jusqu'à l'endroit où il y a Nappa et Vegeta, il met un temps infini. Oh. C'était pas si donc Tao Pai Pai il a des petits biscottos tellement puissants qu'en fait il arrive à lancer un pilier plus rapide que le nuage de Goku. Ouais, mais c'était pas loin. Karine, c'est pas loin du QG du Red Ribbon. Du monde, ça l'autre du monde. Il traverse la terre. Non, par contre, il a dit qu'il revenait dans 30 minutes, mais après il s'est arrêté pour acheter des fringues. Exactement. Et ça avait estimé beaucoup. 30 minutes. Il avait estimé 30 minutes. Et il arrive à lancer un pilier qui va super vite. Tu vois le truc, on est encore dans la construction, un peu Dr Slumpesque, comme j'aime bien l'appeler. C'est un peu, oui, c'est plus c'est moins sérieux, donc du coup, c'est vrai que ça passe. Je m'étais jamais posé la question de ça, tu vois. À cette époque-là, avant l'arc Piccolo Daimao, qui pour moi scinde vraiment le manga en deux parties. La première partie, Toriyama, il a un événement dans la tête, un élément qui lui plaît, il se dit je m'en fous, je le mets, c'est comme ça. C'est ça, avant Daimao, tout n'est pas à prendre au premier degré, et ça se sent bien, quoi. Ça, voilà, tout n'est pas à prendre au premier degré. Alors moi j'ai parlé d'incohérence parce que souvent les gens me disent ouais mais non mais Dragon Ball il y a pas d'incohérence. Enfin si tu réfléchis un peu. Le manga est parfait. La globalité du truc, si il y a des incohérences. Oui, c'est évident. Mais les vrais connaissent les incohérences. Il faut minimiser aussi le regard qu'on porte sur l'œuvre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'avant Piccolo Daimao, où la mort n'est pas vraiment la mort. On se souvient tous du soldat de Blue qui se fait empaler là par les flèches là dans la caserne des pirates. Qui lâche un peu un gros chef. Je suis désolé, nous sommes tous morts. Désolé, nous sommes pas à part la scène du père d'Upa quand même. Il y a quand même le père de Upa qui c'est dramatique de l'histoire. C'est ça. Mais oui, c'est vrai qu'avec Blue chez les pirates, c'est vrai que c'était bien marrant. Mais même toute cette partie chez les pirates je trouve que c'était génial. Pourtant, c'est vraiment très différent de ce qui s'était fait avant. Mais je trouve que je sais pas, chez les pirates, il y a une ambiance particulière et puis il y a Blue aussi. Blue, je trouve que c'est un personnage génial. C'est génial. Ce perso est génial. Qui ça? Même la petite scénette avec Bulma qui arrive et tout, qui veut la moadouer, ça me fait un peu penser par la suite à Zabon sur Namek. Sauf que à chaque fois elle se fait rembarrer Bulma. Je trouvais ça marrant. Et j'ai envie de dire, petit clin d'œil à ceux qui aiment bien, mais ils ont fait pareil avec Zamasu, Bulma qui essaie d'aller de le draguer, et puis voilà, elle se fait jeter une troisième fois, quoi. C'est rigolo. Elle fait ça Bulma aussi? Avec Zamasu? Zamasu, elle se prend un vent, mais terrible. Ah d'accord, je l'avais pas vu. D'ailleurs, le regard de Zamasu à ce moment-là est très drôle. C'est des petites blagues qui passent bien, ça, je trouve. C'est devenu un running gag, en fait, Bulma. Je pense. Bon, la vieillie Bulma, elle va arrêter, quand même. D'ailleurs, je crois qu'elle essaie d'aller se frotter contre Zabon dans Dragon Ball SD. Je les ai feuilletés en magasin, je les ai pas à la maison. Mais dans Dragon Ball SD, je crois que Bulma va se frotter contre Zabon et qu'elle se fait jeter de la même manière que Blue, je crois. Mais je suis pas sûr. Je crois, ouais. Il faudrait feuilleter le truc, mais je suis presque... il est pas encore sorti en français. Par contre, dans le tome 1, justement, Olong, au lieu de se transformer en mec, en beau gosse, quoi, il se transforme en Zabon. Et je trouve ça très drôle. Oui, c'était rigolo, ça. C'était rigolo. Naro, elle est un peu comme Toyota. Faudrait que je les lise, tiens, ouais, c'est très très drôle, le Dragon Ball ST. C'est peut-être un truc que j'achèterais, ça, tu vois. Ouais, je le recommande. Alors, moi, par contre, pour la Red Ribbon, attends, juste vite fait. Moi, pour le Red Ribbon, en fait, je trouve que les parties sont inégales. Il y en a que j'aime énormément et d'autres vraiment moins. Par exemple, déjà, le Captain Silver, le tout premier arrivé, c'est assez expéditif. On s'attache pas trop à ce personnage. Pourtant, il était super prometteur. D'ailleurs, on sait pas trop si son nom vient de Captain Silver, de l'île au trésor, parce que il va chercher un trésor, quoi, en quelque sorte. C'est vrai. Et puis sinon, il y a le fait que Silver évoque Quicksilver dans les X-Men, vu sa relative vitesse. Mais comment ça s'appelle? La Muscle Tower, c'est ça? Ouais.
Ouais, la Mascot Tower, j'aime bien, mais par contre, la fin, j'ai un gros problème avec les fins de Toriyama sur cette partie, c'est-à-dire que la fin avec le commandant White, c'est ça? White. Je sais pas, elle m'inspire pas des masses, quoi, en fait. Ah, C'est une prise d'otage, c'est... Les meilleurs soldats sont déjà partis depuis Belle Lurette, c'est-à-dire le sergent métallique, Boeing. Comment? Parenthèse sur Colonel Silver, moi il me fait penser à Ryo Saeba de Steel Hunter. Il a ce long manteau, comme ça, les cheveux un peu en vrac et tout. Les cheveux, c'est pas trop basse. Ouais, il me fait penser à... le même flow, ouais. Ouais, mais pas trop penser à Tetsuhara. Enfin, Tetsuhara, non, c'est Goku Tonken. Ah, Ojo, pardon. Ah, peut-être. Ouais, je sais pas. Mais par contre, dans l'anime, ils l'ont vachement rallongé, le Captain Silver. Comment? C'est sûr que si on parle en même temps. Non, mais parce qu'on a parlé en même temps, du coup, là, ça va pas le faire. Je t'ai pas entendu. Non, je disais qu'en fait, dans l'anime, le Captain Silver, tout est revu, justement. Parce que dans le manga, le Red Ribbon, en fait, ils ont 3 ou 4 Dragon Ball déjà d'emblée de jeu. Je crois qu'ils en ont 3, en fait. Et c'est le Captain Silver, finalement, qui s'accapare ce rôle-là. Alors que dans le manga, c'est la division Bro. Comment s'appelle la division Bro, je crois. Brown. Et ouais. Elle n'existe pas dans l'animé. Non, ils parlent de la division Brown. Exact. Ouais, c'est ça. Et puis dans l'animé, Pilaf intervient et justement il y a une guerre entre Silver et Pilaf, ce qui rend intéressant Silver à ce moment-là. Je me souviens de ça, ouais. De Silver qui va carrément buter une sorte de marchand d'apothicaire ou je sais pas quoi. Qui vend des fausses Dragon Ball. Mais carrément, il arrive comme ça. C'était moi, ça m'avait terrifié quand j'étais petit. Enfin, terrifié, j'ai peut-être un peu loin, hein, mais ça m'avait énormément surpris. Je me dis merde, dans Dragon Ball, il y a des morts. Enfin, moi, je pensais que j'ai découvert DBZ avant Dragon Ball, premier du nom. Mais là, je me suis dit, en fait, c'est 2 Dragon Ball différents. Dans celui-ci, tout est un peu plus doux. Le monde est moins en guerre avec des ennemis venant de l'univers, voilà, d'ici et de là, quoi. On t'avait menti. Et Toriyama m'avait menti. M'avait menti. Ouais, voilà, m'avait menti. Le château m'avait menti, putain de chat. Et du coup, en fait, il arrive comme ça, et il somme l'apothicaire ou le vendeur ou le brocanteur, je sais pas quoi, et il lui dit, ouais, donne-moi la Dragon Ball, parce que l'autre, il l'a localisé, hein. En fait, elle est sur un nid d'oiseaux juste au-dessus de la boutique de l'apothicaire. Ouais, c'est vrai. Voilà. Mais du coup, il avait revendu une fausse boule à Pilaf, je crois, non? De boule. Tout à fait, oui. Pilaf pensait avoir la véritable Dragon Ball. Ouais. Mais en l'occurrence, ouais, l'autre, il se fait défrayer, mais voilà, il se fait flinguer, quoi. Je dis, merde, ça, tous en vie, bordel. Ça m'avait, Silver, qui c'est qui joue au domino, là? Qu'est-ce qui se passe? Domino, c'est joli, quand même. Hugues. Oh là là. Ouais, Hugues, il a sorti le yo-yo, il se fait chier, il se fait comme Killua, il se fait une partie du yo-yo, il l'a fait tomber. Mais il veut pas m'écouter. Et du coup, ouais, il le bute, et ça m'avait beaucoup impressionné. Même, on voit même Silver en train de s'entraîner dans d'une sorte de salle d'arts martiaux, il fait de la boxe, il dérouille un mec juste avant, comme ça. Non, parce que c'est un boxeur. Il m'avait impressionné, en fait. Silver m'avait impressionné. Il est beaucoup plus développé dans l'anime. Ah, tout à fait. Dans le manga, dans le manga, il dure pas. Il dure à peine une page et c'est fini. Ouais, c'est ça, dans le manga, ça dure même pas le temps d'un chapitre complet. C'est un personnage ultra tertiaire. Mais c'est vrai que d'un point de vue global, c'est quand même la première fois où on le rencontre, il prend l'ennemi vraiment au sérieux, quoi. Il y a des morts, il y a du racket, c'est une armée, quoi. C'est voilà. Que Goku doit affronter quelqu'un d'aussi vaste, aussi puissant. Mais d'ailleurs, grosse mention à l'animé qui donne, bon, ça peut plaire ou déplaire, hein, c'est en fonction des goûts de chacun, des attentes de chacun. Mais on a même Gyumao qui participe au combat et qui va se friter contre des chars envoyés par Silver. Il en défonce quelques-uns. Ouais, parce que Chichi et Gyamo apparaissent sur cette partie. Il y a le mariage bidon de Goku et Chichi. Ouais, je me souviens de ça. Ah oui, c'est vrai. Le mariage, il avait déjà tenté de les marier, oui, c'est vrai. En fait, je crois que c'était Shu ou Soba au choix qui se faisait passer pour Son Goku. Il y avait un truc comme ça. Oui, c'est ça. Avec des déguisements complètement débiles. Mais du coup, Goku arrive aussi, il reste avec Chichi pendant un moment, je crois d'ailleurs. Il faut savoir que Chichi apparaît très régulièrement dans cette série, en fait, la première série Dragon Ball. Alors que le manga nous l'avait bien fait oublier, et puis... Mon humble avis, hein. C'est un peu dommage, ça casse le fait que Goku il a oublié, parce que là, il arrête pas de la revoir. Il a Alzheimer, quoi. Quand elle revient, personne ne la calcule, quoi. Donc, Je trouve que ça fait un peu redondance le fait de voir Chichi comme ça, Chichi tout le temps dans les fillers de l'anime, parce qu'on a quand même Goku qui du coup
ne la reconnaît pas, alors qu'en fait il n'a fait que la croiser, quoi. Alors bon, elle n'a pas changé entre la première rencontre et les fois où Goku la revoit entre temps, mais je sais pas, le fait qu'il se voit qu'une fois comme ça et qu'il se revoit bien des années après, ça fait plus sens, quoi. Mais ouais, je trouve un peu la redondance de Chi-Chi sans arrêt comme ça. C'est parce que l'animé voulait rajouter une romance, je pense. Et c'est vrai que ça manquait cruellement. Ouais, c'est possible. Mais je me souviens pas qu'il y avait autant de présence de Chi-Chi dans. Mais je trouve que l'effet est amoindri pour le spectateur aussi, parce que moi je me souviens en lisant le manga, je l'avais oublié aussi quasiment. Ouais, bah oui. Alors que là, effectivement, tu as tendance à moins l'oublier, elle est un peu trop présente. D'ailleurs, parfois, c'est pas toujours très bien inspiré. Hein, ça aussi. Il y en a des très bons, mais là, voilà quoi. C'est compréhensible qu'il veuille la recaser. D'ailleurs, pour revenir une dernière fois sur le Captain Silver, ce personnage, c'est le seul qui ne revient pas dans les films 3 et 4 Dragon Ball, qui réadaptent le Red Ribbon. C'est dire la popularité du personnage. Oui, c'est ça. Non, parce que c'est un de ceux que je préfère, moi. Alors quoi moi, je l'aime bien aussi. Son design. J'aime bien son design. Après, bon, c'est vrai que dans le manga, on le voit pas. Mais je trouvais qu'il en imposait quand même. J'aime beaucoup, mais j'ai toujours regretté qu'il soit pas au niveau par rapport à Son Goku. Il y avait une petite fausse promesse. Pourtant, quand tu regardes sa ceinture, tu vois qu'il a gagné un Tenkaichi Budokai, mais bon, malgré tout ça, voilà, ça suffit pas. Il a du background quand même, Ouais. En ça, l'animé, il est pas mauvais, hein, mais bon, Goku est meilleur que lui, quoi. C'est un Saiyan aussi. Bah voilà. Bon, bah, il n'y a plus de débat. Merci, Shonen Gohan. À bientôt. Tout ça, et bonsoir. Hein. Bon, bah, j'espère que ce podcast vous a plu. Recommandations, alors, qu'est-ce que tu veux recommander aujourd'hui? Alors, je vais vous recommander donc Batman de Grant Morrison. Ça, c'est après. Attends un peu. Hein. Par contre, on va débattre sur un autre truc vachement sympa. C'est tous les événements qu'il y a à la tour Masulu Tower, la tour du muscle. On s'en fout comment elle s'appelle, hein, comment vous l'appelez vous. Mais parce que là, je trouve qu'il y a plein de trucs intéressants. Oh oui. Je vais juste entamer avec un truc différent. C'est ça qui est intéressant. Alors, moi, je dis juste Ninja Murasaki. C'est le meilleur. Ninja Murasaki. Il est drôle. Moi, je l'adore. Je le trouve génial. Génial. Vraiment. C'est un plaisir de relire ça. C'est super. Bon, mais c'est mieux, on peut le dire. Le Ninja Murasaki, il est doublé par qui? Merci, Takeshi Ono. La voix de Piccolo Daimao et de Dieu, quoi. Voilà. Ah bon, c'est pas Éric Legrand? Non, par la voix japonaise. Je plaisante. C'est Éric Legrand dans la version française aussi, voilà. Oui. Ouais. La voix de Yamcha, Vegeta. Ce qui lui colle aussi très bien. VF, mais je le préfère forcément VO. Takeshi Ono, paix à son âme, hein, qui est décédé pendant le doublage de Kai. Le remplacement. Voilà. Donc, l'un de ses meilleurs rôles, beaucoup d'humour, et quand il revient, Takeshi Ono, c'est sur Piccolo Daimao, donc toujours un méchant, mais cette fois un méchant qui est vraiment méchant, quoi. Qui tue avec plaisir et qui s'arrange pour tuer en plus le plus de monde avec encore plus de plaisir. Voilà. Mais non, le passage dont je voulais vraiment parler, parce que je pense que personne ne s'en souvient, j'espère que peut-être que vous allez me dire le contraire. Non, on s'en rappelle. Alors là, vous allez me faire mentir, vous allez me dire oui, non, on s'en rappelle, mais bon, on s'en fout. C'est le passage, c'est quand Goku quoi? Rien. On s'en rappelle tous. Le passage où Goku fonce vers la tour Masuru en quittant donc la maison de Snow comme ça, et qui défonce les quelques soldats qui lui tirent dessus. C'est ouf. C'est l'épisode 35 de Dragon Ball, donc dans l'anime. Il fonce donc vers la Masuru Tower. Et les soldats lui tirent dessus, lui il esquive avec son bâton les balles, et d'un seul coup il fait grandir son bâton, il donne un coup de bâton, et cette séquence elle est folle, l'animation est dinguissime. C'est super simple, hein, comme animation, c'est très primaire, mais le timing, le dynamisme et les angles de vue sont très très bons, quoi. C'est vraiment, pour ceux qui s'en souviennent pas, regardez, c'est dans l'épisode 35 de Dragon Ball, c'est génial. Même niveau doublage, niveau BGM, hein, la musique qui change au moment où il déploie le bâton, avec un thème un peu plus punchy, qui est le thème de Dragon Ball, comme ça, de Maka Fuchiga Dobensha, hein, Maka Fuchiga Adventure, qui démarre quand Goku, quand on prend son bâton et tout, il y a un changement d'ambiance, quoi. J'adore. Franchement, ce passage, il est très simple. Tu vas me frapper, mais tu sais pourquoi je retiens ce passage? C'est parce qu'il apparaît dans dans le ending de fin de Bardock. C'est vrai qu'on le voit, très très bien. Dans l'ending, pour ça. Mais l'ending, il est coupé du doublage, il est coupé des bruitages, il est coupé de la BGM. Cela va sans dire.
Donc on n'est pas dedans, on n'est pas dedans. Bien sûr. Et là franchement, mais ouais, on le voit dans le landing spécial avec Bardock. Le premier TV spécial, hein, pas l'OVA de Bardock Super Saiyan, ça on s'en fout, ça n'a rien à voir. Et ouais, voilà, j'adore ce passage, vraiment j'adore. Et toi, on a évoqué Tao Pai Pai, on a évoqué Silver, donc on est revenu au début, maintenant on repart avec la tour du muscle, on est parti en couille là les gars, non? Ouais, complètement. Ouais, c'est pas grave. On s'en fout, c'est pas... Ah, Tao Pai Pai, doublé par Chikao Otsuka, qui est la voix du Dr. Eggman dans Sonic, s'il y a des fans de Sonic comme moi. Voilà, il est doublé par, pareil, mort aussi, hein, Chikao Otsuka, un excellent seiyuu. Il a doublé énormément de Disney dans les doublages japonais, bien évidemment. Ouais, tout à fait. La voix du chapeauté dans Alice au Pays des Merveilles, c'était lui. Et entre parenthèses, pour ceux qui s'intéressent aussi à d'autres animés et un petit peu au doublage, il a un fils qui s'appelle Otsuka quelque chose, je ne sais plus son nom, son prénom, on s'en fout, ça me reviendra. C'est son fils qui double le All for One là dans My Hero Academia, là, le gros méchant. Bah, c'est son fils Chikao Otsuka qui le double. J'ai trouvé ça trop cool quand j'ai entendu. J'ai dit mais tiens merde c'est lui. Akio Otsuka, son fils. Voilà, qui est aussi seiyuu et qui double très bien. Très bien monsieur. Et toi Kusa, on t'a pas entendu? Ah, mais moi je bois vos paroles. Et il va bientôt avoir une législation. Non, mais on peut continuer après dans la tour du muscle. Est-ce que vous avez aimé le passage, moi qui est un de mes passages préférés, c'est dans la capitale de l'Ouest, quand Goku retourne chez Bulma, il va chercher Bulma pour lui réparer le radar. Et je sais pas vous, moi je trouve que cette petite... Oui, cette petite parenthèse. Voilà, j'ai trouvé ça super. Alors comme beaucoup, je pense, on a tous découvert l'animé en premier. Et des années après, j'ai lu le manga. Quand j'ai découvert cette partie, j'ai trouvé que c'était vraiment comme une bouffée d'air frais en fait quand on arrive à ce moment-là. On découvre la ville de Bulma, la maison de Bulma, et je trouvais que c'était frais, c'était super sympa à découvrir. Ça a rajouté beaucoup toujours avec beaucoup d'humour, et je sais pas, c'est une partie vraiment que j'adore. Je trouve que c'est l'un des passages les plus drôles de tout le manga. Ouais. J'aime bien dans l'animé. Ouais, vas-y. On voit encore le côté pécor de Goku qui arrive en vie. Ouais, totalement. C'est ce que j'allais dire. Dans l'animé, ce qui me fait marrer, c'est Dr. Brief, en fait, son apparition, parce que c'est un de mes persos préférés, Dr. Brief. J'adore son seiyuu aussi. Dans l'anime, il répare le scooter du policier qui escorte Goku. Ouais. Et l'autre, il va se manger un carton, il se fait insulter par une grosse femme. Quand il s'en va avec, ouais. Qui est doublé par non je sais non Joji Yanami c'est Dr. Brief, c'est le narrateur Joji Yanami aussi, la voix de Babidi, la voix de Kaiyo et de plein d'autres persos un peu secondaires comme ça. Voilà, Joji Yanami, mon seiyuu masculin préféré sur Dragon Ball, et je le trouve vraiment génial sur Dr. Brief. Il est excellent, beaucoup de nonchalance, les jeux de mots quand il les fait, il y a toujours un petit temps de latence avant la chute comme ça, et puis là il y a un petit c'est tout doux comme ça, très discret parce qu'il est content de sa blague mais personne rigole, donc lui-même il rigole tout doucement, c'est trop marrant. Du coup la voix du Dr. Brief c'est la même voix que Kaiyo. C'est la voix du narrateur, c'est la voix de Babidi. De Babidi. Babidi aussi, ouais, d'accord. Alors Babidi, le narrateur et Kaiyo, j'avais fait il en a fait d'autres. Il a doublé Kame Sennin aussi sur 2 épisodes où Kohei Miyauchi était absent, 2 épisodes de Dragon Ball. Pendant le 23e Tenkaichi Budokai, c'est Joji Yanami qui double Kame Sennin. Ça rend pas trop mal, ça va. C'est peut-être l'une des meilleures voix de remplacement de Kame Sennin, parce qu'après il en a eu, son seiyuu officiel est mort, il en a eu au moins 3 ou 4. Ouais. Je sais même plus les noms. Là c'est Masaharu Sato en ce moment. Depuis Kai, c'est lui. Qui est-ce qu'on a eu après? On s'en fout, ça fait pas partie du podcast, mais ouais, il a eu une flopée de Hiroshi Matsuoka sur un jeu je crois que c'était sur Sparking Meteor, j'ai pas aimé du tout. Enfin voilà, ouais. Mais par Yanami, il est bien. Kame Sennin, il est pas mal. Mais je préfère quand même Kohei Miyauchi. Et d'ailleurs, juste après ce passage, je pense qu'il y a la blague la plus perverse, le moment le plus drôle sur Kame Sennin, c'est le coup de la montre de Bulma. Elle est géniale, cette montre. C'est ouf. Putain. On n'a jamais fait mieux. Drôle, c'est que Bulma, elle lui dit oh bah tu veux que ça, bah tiens vas-y je te la donne. Si tu savais, gourgandine. C'est trop drôle, c'est trop drôle. C'est très Dr. Slump ce passage. Dans les chiottes. Tout ce qui se passe sur caméra, je trouve que c'est super drôle. Même après
enfin drôle. Après, c'est plus spécialement drôle, mais quand Blue revient, il les lit avec enfin, il se barre avec les Dragon Balls et il laisse la bombe avec Lunch qui revient toute minuche. Oh, j'arrive pas à me détacher. Je trouvais ça pareil. Je trouve que c'est des petits moments qui sont plus cool par rapport à l'histoire qui est assez, le rythme est assez dingue à ce moment-là. Et je trouve que tous ces petits moments font que cette saga est vraiment super. Ouais, je trouve que le rythme de narration est bien géré. On passe par des moments de calme, de paix, de tranquillité, après des moments où toutes les choses se barrent en couille. Et puis bon, la grosse, le gros passage avec l'armée du ruban qui arrive sur l'île pour prendre les Dragon Ball à Kame Sennin. J'ai adoré le combat aussi. Tu vois que Kame Sennin, c'est pas un maître pour rien, quoi. J'adore ce passage aussi. C'est super. Après, je me souviens plus de l'animé, je ne sais plus comment ça se passe. Dans l'animé, il y a un truc qui me choque dans ce passage, c'est que le petit gros là qui mène les soldats sur l'île de Kame Sennin, il a 2 seiyuu différents dans la VO, c'est chiant. Oui, c'est vrai. Ouais, il y a une coupure. Il est doublé au départ par. Merci. Putain, je sais plus qui est le premier. Et après c'est Kozo Shioya, la voix de Boo. Et le premier c'est Kozo Shioya. Je sais pas si c'est pas la voix de Gumao, c'est-à-dire Daisuke Guri. Ouais, c'est peut-être lui. C'est vrai qu'il faisait énormément de voix. Je regrette ce seiyuu terriblement aussi. Ils sont tous morts, en fait, chier. Mais ah ouais, mais c'est terrible, c'est terrible. C'est là qu'on voit qu'on est vieux. C'est triste, heureusement. Mais et tiens, j'ai une petite question. Alors, si vous connaissez bien dans le manga, c'est un truc tout bête, hein, mais je me suis amusé à compter le nombre de cases où ce personnage apparaît. Quand il s'échappe de la grotte des pirates, grâce à la souris, je me suis amusé à regarder combien de temps la souris restait dessinée. Et est-ce que dans l'animé, on le voit un peu plus? Parce que je trouvais ça marrant que Toriyama continue à la dessiner, elle reste avec eux, ils sont en train de discuter, elle reste au milieu. Genre, je reste avec mes nouveaux potes, c'est rigolo. Et est-ce que dans l'animé, elle reste longtemps, plus longtemps? Elle reste au moins, je sais pas, 3-4 pages quand même. Je crois que dans l'animé, elle est laissée sur l'île de Blue, hein. Je crois pas qu'elle est suivie. Non, il reste aussi, mais quand ils arrivent, de l'eau, au milieu, c'est vrai, et ensuite, ils arrivent sur l'île, enfin, sur la petite île à côté, et ils discutent pendant 2-3 minutes, il y a Bulma qui sont en diamant, tout ça. Et il y a toujours la souris qui est là. Je trouvais ça rigolo de garder la souris à ce moment-là. Et je me suis dit peut-être que dans l'animé, elle reste encore un peu plus longtemps. C'est les petits gags de Toriyama, hein. Il aime bien raccrocher les détails comme ça dans ses cases. Mais je trouvais ça rigolo. C'est un petit détail comme ça, je trouve ça marrant. Par contre, pour te répondre, Mizumi, c'est partie de la Dream Team, hein. On sait jamais. Hein. Par contre, Mizumi, c'est bien Shioza Kozo pour le gars de Blue, et c'est bien Gori Daisuke sur l'épisode 49. Je viens de vérifier. Putain, je suis un bon. Oh là 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 là, je m'aime. Bravo. Sinon, on peut peut-être passer au Commandant Blue. Le Commandant Blue qui était l'un des plus dangereux hommes du Red Ribbon, pour ne pas dire peut-être même le plus dangereux, puisqu'il est incroyablement tenace. C'est lui qui fait amener la télékinésie dans le manga Dragon Ball. Et non, c'est un adversaire extrêmement tenace. Et après, je vous laisse parler parce que j'ai déjà pas mal parlé, mais vous savez par qui il est doublé, Général Blue bien sûr. Bleu, là. Ah bah bien sûr. Non, Charnac, t'as pas le droit parce que toi, je sais que tu es un grand passionné de doublage aussi. Là-dessus, on se comprend très bien. Mais allez-y, je vous laisse chercher qui peut doubler Commandant Blue. Alors, pour info, il a 3 voix, ce personnage. La voix de Broly dans le film de Mirai Trunks, par hasard. Non. C'est pas ça. C'est pas Takeshi Kusao. Indice. Il est dans la Z-Team. La voix de Piccolo. Oui. C'est Toshio Furukawa, la voix de Piccolo. Donc, j'ai pas les noms en tête. Il est doublé par Bin Shimada dans le film 4 et Kazama Nobuhiko, excusez-moi si j'écorche le nom, dans la série Dr. Slum, la 2e. C'est un carnage par Bin Shimada dans le film 4. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Par la voix de Broly, c'est juste moche. Mochissime. Je déteste. Tout comme Babidi. Imagine le commandant Blue crier Kakaroto. Kakaroto. Son orientation, ce serait bizarre. Déjà, avec Obochama, c'est un peu tendancieux. Alors, avec Goku, voilà, quoi. Kakaroto! Non, mais ce serait super bizarre. Sans pas que le caractère design de Blue est vraiment dégueulasse dans le 4e film. Enfin, moi, j'aime pas du tout. De toute façon, Blue, pour moi, c'est Toshio Furukawa, quoi. Cette voix non, mais là, je parlais du caractère design.
Ah, le character design. Dans le film 4. On dira merci à. Non, je vais pas citer son nom. On va dire que je l'aime pas après. Tant pis, c'est trop tard. C'est pas moi qui l'ai dit. De mémoire, même le personnage complet, il était totalement minimisé dans le film 4. Ouais. Il donne un petit coup de poing à Yamcha et puis ça s'arrête là. Son armée est ridiculisée par le Kamehameha de Kame Sennin. Non, mais j'aimais bien en tout cas pour le personnage de Blue. Dans Blue, je me rappelle que dans l'animé, il y avait une scène avec un serpent de mer, justement, qui s'en prenait à lui dans la caverne du pirate. Et c'est à ce moment-là où tu te disais que c'est pas un homme ordinaire. Qu'est-ce qu'il y a ? Je prends comme ça, il y a ce regard mauvais qui est Oui. En fait, il est pas mauvais, il est vicieux son regard, il est vicieux. Ouais. Clairement. Il est pas mauvais, il y a ce regard comme ça où il prend c'est pas un serpent de mer comme on appelle ça, on s'en fout. Du coup, il l'étrangle littéralement comme ça. Donc la séquence est de Katsuyoshi Nakatsuru, voilà. Le dessin est magnifique et ce regard qu'il lance à la bestiole, mais c'est fou. Le doublage aussi. Il est toujours trouvé que c'était un sadique, ce mec. Totalement sadique. J'adore ce personnage-là. C'est l'un de mes préférés. Il est dans mon top 10. Il est génial. Ah, moi aussi. Complètement d'accord. Il est génial ce perso, il est génialissime. Il est tenace, et en plus, mine de rien, il est quand même fidèle à son armée parce qu'il a pas rempli sa mission. Il retourne au QG, il sait qu'il a pas toutes les Dragon Ball, qu'il a ramené qu'un radar. Il sait que ça va chier pour son cul, mais en tout cas, il y retourne, quoi. Il y retourne. Je trouve ça couillu, quoi. J'aime bien ce perso. Et puis il est très drôle. C'est carrément le personnage de la saga Red Ribbon, je pense ainsi. C'est vrai, et c'est pour ça que quand il meurt face à Toy Pai Pai, tu te dis putain, lui d'un seul coup de langue, il a réussi à vaincre un adversaire contre qui Son Goku avait tant peiné. Que ce personnage triste, je trouve ça triste, mais d'un autre côté, je trouve ça c'est triste, mais à la fois impressionnant. C'est impressionnant et triste. C'est-à-dire que, en fait, d'ennemi entre guillemets principal d'une moitié de l'arc, peut-être pas une moitié, mais d'un bon tiers, quoi. Il passe à simple faire valoir de Tao Pai Pai. C'est du génie de faire ça. Moi, je trouve ça génial aussi, cette manière de faire, de montrer qu'il est pas fort par rapport à lui. Et du coup, voilà, la nouvelle menace, ça va être autre chose. Quoi. Parce que finalement, bon, c'est vrai qu'il était fort avec son pouvoir, mais en force pure, il n'était pas au niveau. C'est vraiment son pouvoir qui faisait qu'il était une menace. Il n'est pas au niveau. Avoir Goku, mais Tao Pai Pai, après, c'est autre chose. Il est pas au niveau parce que comme dit Kame Sennin à Goku et Kulilin quand ils vont affronter Panput dans le tournoi qui suit, ils disent ouais mais il est nul Panput, en fait tout le monde fait un flanc sur lui, mais calmez-vous, il est naze. Et Kame Sennin leur dit non, c'est pas qu'il est nul, c'est que vous, le problème c'est que vous êtes surhumain. Vous êtes surhumain, vous êtes au-delà de l'humain maintenant. Pour vous, des adversaires comme ça sont mauvais, alors qu'en fait pas du tout. À leur niveau, ce sont des véritables génies des arts martiaux. Et Blue, c'est un peu le même principe. Alors le regard, les deux yeux là, le regard c'est Nakatsuru, le premier quand la bestiole pleine d'électricité là on partage parce que j'explique, hein, vous le verrez pas, c'est dommage, on va essayer peut-être de le mettre au montage, mais on se partage des images pendant qu'on tourne. Oui. YouTube, donc là on a mis le passage. Ouais, j'aimerais bien qu'on l'ajoute. J'essaierai peut-être à la limite quitte à faire le montage d'ajouter ça parce qu'on a vraiment un travail sur le regard là sur la deuxième image qui a été partagée qui est dingue. On essaiera de vous mettre les images vraiment. Si on peut pas, on s'excusera. On vous les partagera peut-être quand on fera la pub pour le podcast, hein, quand on le partagera. Voilà, mais au moins vous verrez l'image avec. Mais on va essayer de vous partager un maximum d'images. Un excellent personnage. Vraiment, moi, il m'a beaucoup marqué. C'est l'un des personnages qui dure le plus longtemps. Il dure un tome entier, quoi, dans le sens où on le revoit souvent. Mais envie de dire, il dure plus longtemps que Tao Pai Pai. Hein. C'est vrai. Il dure plus longtemps que Tao Pai Pai. L'ironie du sort. Quelle ironie du sort. Il y a juste un petit passage avec le commandant Blue qui aujourd'hui fait polémique. Je parle bien sûr du passage du commandant Blue avec Obochaman dans Dr. Slum, qui est aujourd'hui assimilé à de la pédophilie. Ah oui. Ah oui, sur les forums, ça avait été ressorti ça au premier degré. Quel âge il a Obochaman Quel âge il a Obochaman? Parce que il me semble que au fur et à mesure que les personnages évoluent comme ça, dans Dr. Slump, il ne change pas en taille, mais il change en âge. Je sais plus ce qu'il dit dans Dr. Slump. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu Dr. Slump. C'est même pire que ça. Quand tu prends le début de Dr. Slump, Raleigh ressemble à une petite fille, mais d'une dizaine d'années, on va dire. Mais quand tu prends la fin, elle est de plus en plus infantilisée, quoi. Oui, elle rétrécit. Elle a rétréci. C'est limite un poupon, quoi. Oui, Matsumaya, l'assistant de Toriyama, expliquait cette incohérence. Enfin bon, ils ont être un petit peu... Alors qu'ils vieillissent, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus caricatural, en fait. Ouais. Mais je ne sais pas quel âge ont les personnages de Dr. Slump à la fin de Dr. Slump, je sais pas. Il me semble qu'ils vont au collège à la fin.
Alors, au collège, façon. Non, au lycée. Pardon, au lycée. Voilà. Ouais, Elle doit rentrer au lycée ou un truc comme ça. Mais ouais, ce passage est peut-être maladroit aujourd'hui. C'est vrai qu'il fait. Ça passerait pas. Aujourd'hui, ça passerait clairement pas. Hein, Ça passerait ce passage-là. Si à ça, il a Je comprends pas non plus de ce passage. 15 ans, quoi. Il y a un autre passage aussi qui est un petit peu, je sais pas si ça passerait aujourd'hui, c'est quand Bulma et Krillin affrontent Blue, quand elle se rend compte que il aime pas du tout les. Ah oui, les homosexuels. Il y a Krillin qui dit un truc qui pourrait peut-être pas passer aujourd'hui, je pense. Ouais, qui fait très homophobe. C'est une tafiole ou une tapette, un truc. Il dit ouais, de toute façon, c'est tous des tapettes dans l'armée du ruban rouge. Oui, exactement. Je sais pas si ça passerait bien aujourd'hui. Non, ça passerait pas. Mais à l'époque, ça passait, c'est marrant, quoi. Mais c'est vrai que bon, maintenant, je sais pas si ça passerait bien. Alors, juste pour vous dire. Tenez, c'est le passage dont je vous parlais. J'ai regardé les âges des personnages. Obo Chaman, en fait, il a 3 ans quand Blue le drague. Oh, bon, j'ai mis les photos, chers amis auditeurs qui nous écoutaient, donc de ce fameux passage. Dans l'animé, il le drague vraiment? Bah, regardez les images. Il essaie de lui rouler une pelle, quoi. Ouais, c'est l'épisode 56. Ah oui, là, le regard du Blue et... Regarde ça, quoi. Mais Dieu pervers, quoi. Ah oui, j'avais complètement zappé ce rajout de l'anime, par contre. Pédo King. Oh putain. Je sais pas si c'est pas un épisode d'Uchiyama, ça. Je sais pas qui a dessiné ça. Ah, c'est forcément Ushiyama pour faire ça. Non, c'est un épisode d'Ebisawa, ça, avec les mentons dégueulasses comme ça. Les dessins sont Oula, ça peut être que lui, ça. Hein. Ah putain. Le sous-entendu en plus, avec la bouche dans la dernière image. Après, par contre, on a dans les âges des personnages là, on a Pisuke, le gamin avec les oreilles de chat. Oui, là. Pisuke, oui. Le frère de. Pisuke, il a 18 ans en fait. What? Oui, bah écoute, je suis sur Dragon Ball Ultimate, hein, donc le site de DB Times, etc. Pour ceux qui connaissent pas. Le frère de Taro a 18 ans à ce moment-là? 50, en l'an 750, pendant l'arc du Red Ribbon, Pisuke, il a 18 ans. Waouh, je suis choqué. De la même manière que Arale, elle a 5 ans, Blue, il a 28 ans, Ninja Murasaki, il a 35 ans, Senbei Norimaki, le créateur d'Arale, il a 33 ans, Midori, elle a 28 ans, Akane, 18 ans, l'autre avec la tête de Yamcha, Archie qu'aide-moi. Tsukutsun. Oui, 18. Ouais, j'adore ce personnage. Voilà. 35, enfin voilà, Shenlong, 280 ans, enfin voilà. Mais les chiffres sont officiels, hein, ça vient des guidebooks, etc. Mais voilà, donc Obo Chaman, c'est un robot, hein, calmez-vous. C'est un robot, il a été construit il y a 3 ans, voilà, c'est ça que ça veut dire. Et Arale, il y a 5 ans. Général Blue, comment Blue, il est robophile, peut-être, hein, chacun son truc. Ouais, voilà. Comment dédouaner une situation? C'est pour ça qu'à mon avis, il devait être très copain avec le docteur Jérôme. Le docteur Jérôme? C'est quoi ça? Géraud, il a dit Géraud. Ce qu'il dit Docteur Jérôme. Docteur Jérôme. Docteur Jérôme, c'est pareil, c'est un G, quoi. C'est comme GIF et GIF, hein, bon, c'est pareil. Hein. Gifle, tu veux une gifle, voilà. Puer aussi, il a 10 ans, Oolong 10 ans, Bulma 17 ans, Yamcha 17 ans, voilà, Krillin, Goku à cette arc-là à 13 ans, et Kame Sennin 320 ans, voilà. Qui dit mieux? Moi je dis mieux. Tao Pai Pai, il y a 291 ans. Avec son micro là, il faut ça c'est vrai. Il a 200. Qui dit mieux, Uranai Baba. Oh, c'est vrai. 500 ans, ouais. Kigame, il a 1000 ans quand même. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau de Tao Pai Pai, c'est bizarre l'âge qu'il doit avoir, vu que c'est le petit frère de Tsuru Seinin, qui est très vieux. Ça. Du coup, c'est un peu bizarre. Mais il y a un âge officiel pour Tao Pai Pai? Ah si, il y a un âge officiel, il est super âgé lui. Comment? Tao Pai Pai, il y a 291 ans. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Donc c'est officiel. Ah ouais, c'est un peu bizarre quand même. C'est ça n'a aucun sens. Oui, ça avait été dit dans le Teikenshu, dans le dictionnaire, le Daijiten. Et c'est là où on apprenait que Tao Pai Pai, oui, il est né, il a pas mal d'années. Pourquoi? Parce que Tsuru Seinin, lui aussi, il est très très âgé. Pourquoi? Parce que Kame Sennin aussi. Donc, oui. Du coup, ils étaient obligés de les mettre à peu près au même âge, quoi. Muteito et compagnie, c'est, ouais. Bon, je suis en train attendez. Il y a un truc qui cloche. Parce que on l'a bien préparé ce podcast. Je feuillette le... Kame Sennin, il a 320 ans. Kame Sennin, il a 320 ans pendant l'arc du Red Ribbon. Bon. Tsuru Seinin, il apparaît pas sur Dragon Ball Ultimate, mais il a sensiblement le même âge. Bon, ok.
Par contre, 320 ans et Tao Pai Pai a 291 ans, donc ils ont 29 ans d'écart. Oui. 39 ans d'écart. Mais quel âge elle avait, la mère de... Ouais, c'est clair. De Tsuru Senin et Tao Pai Pai pour mettre un enfant avec 40 ans d'écart entre les deux? C'est quoi ce comptage de merde? C'était la question de Mizumi. Faut vraiment que tu m'expliques, là, frérot, qu'est-ce que t'as fait? Comme quoi, le premier degré avant Piccolo. Bon, bah ok. Ouais, ça m'énerve. En tout cas, pour le Commandant Blue, bah, je crois qu'on a dit tout ce qu'il fallait dire sur lui, je pense. Il a 28 ans, ça va. Voilà. Jeune âge pour dire, c'est le personnage de l'arc et pour moi, complètement, quoi. Comme je disais tout à l'heure, a du mal à battre, je veux dire. Hein. Ah bah complètement. Bah son pouvoir de télékinésie, il est vachement difficile à ce moment-là. Ouais. Ça embêtait Goku plus une fois, hein, donc. Ah ouais. En plus, tout est dans le regard, c'est ça qui est bien. Puis j'aime bien ces trucs brillants comme ça fait encore plus. Déjà, il a un air un peu vil comme ça, puis avec son regard brillant, on dirait vraiment un prédateur. C'est supposé être une parodie ou quelque chose sur les homosexuels, donc je pense que si tout passe par le regard, c'est pas par hasard. C'est possible. Ah ouais, je sais. Hein. Ouais, je pense aussi. Voilà qui conclut la première partie de ce podcast sur le Red Ribbon. La suite sera publiée la semaine prochaine. À bientôt!